Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui, je dirais, à nouveau pour une masterclass sur la sécheresse. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi une deuxième masterclass sur ce même sujet? Bien, d'abord parce qu'on sait que ce sujet vous passionne. Si j'en crois le nombre de sollicitations de la part des médias sur le sujet des événements climatiques en général et la sécheresse en particulier, on sait que c'est un sujet qui vous intéresse. Et c'est un sujet qui intéresse essentiellement les Français. Donc c'est normal, vous êtes sur les sujets de société et nous aussi. Alors, il se trouve qu'on a pas mal de matières nouvelles à partager. Et donc on s'est dit que un an quasiment après la première masterclass sécheresse, eh bien, c'était l'occasion de se refaire un point tous ensemble. Alors si je replace la séquence d'aujourd'hui dans notre engagement sur tous ces événements naturels, en fait, comment est-ce qu'on peut résumer la situation? Évidemment, vous le savez, nous, en tant qu'assureurs, on est aux côtés de nos assurés tous les jours et donc aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique. Et donc, on n'a pas attendu que ça devienne un sujet médiatique pour s'y intéresser. J'en veux pour preuve la création de la MRN, la mission risque naturel, qui a été installée maintenant il y a plus de 20 ans et qui a pour objet de nous aider à mieux comprendre ces événements, pour mieux comprendre les risques, puisque les risques, c'est notre métier. Donc la MRN, il y a déjà plus de 20 ans, et puis avec l'accélération des phénomènes climatiques, on avait voulu, rappelez-vous, essayer de projeter l'impact financier que pourraient avoir ces événements climatiques dans le futur. On avait donc, avec des scientifiques, des météorologues, avec des économistes aussi, projeté le coût global des événements naturels sur les 30 prochaines années, comparé aux 30 dernières années. Vous connaissez ça par cœur, ce coût, il est appelé à doubler, et au sein des événements naturels, le péril qui augmente le plus vite, eh bien, c'est la sécheresse, et la sécheresse dont le coût pourrait tripler, le coût cumulé, passer de 14 milliards sur les 30 dernières années à 43 milliards d'euros sur les 30 prochaines années. D'où ce focus qu'on avait fait l'année dernière sur la sécheresse. Et rappelez-vous, une des conclusions de la masterclass sécheresse de l'année dernière, c'était qu'on avait encore besoin de mieux connaître ce risque. Eh bien, en 2023, il s'est passé plein de choses sur le front des événements naturels et sur le front de la sécheresse en particulier et de l'appréhension de ce risque. 2023, ça a été au 1er janvier l'entrée en vigueur d'un certain nombre de nouvelles dispositions sur la dernière loi CatNat, mais 2023 a été aussi une année particulièrement féconde en matière de réflexion et de rapport des uns et des autres sur les phénomènes naturels, sur la sécheresse en particulier. Le rapport Ledoux vient de sortir. Il y a des missions, comme la mission Langrenay sur les événements naturels, qui est toujours en cours. Bon, bref, on voit que le sujet devient de plus en plus un sujet de société, et c'est normal vu le nombre d'habitations qui sont concernées par ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et puis nous, de notre côté, je vous renvoie à notre communiqué de presse, nous avons décidé de franchir un pas de géant, un pas absolument significatif. C'est-à-dire que jusqu'à 2023, on était dans l'étude du risque, donc effectivement l'étude climat, l'étude sécheresse. Et en fait, comme une des conclusions de l'étude sécheresse, c'était il faut mieux connaître ce risque pour mieux le gérer, mieux l'appréhender, mieux le prévenir. Eh bien, vous avez vu qu'on a décidé de franchir donc un pas de géant en lançant cette initiative sécheresse. Donc quelque chose cette fois-ci de très 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 concret avec des vraies maisons. Mais évidemment, on vous en dira beaucoup plus tout à l'heure. Donc le programme de cette matinée va être très dense, comme d'habitude, avec plusieurs séquences. Donc d'abord, on va commencer à deux voix avec Édouard Vieillefond et Franck Levallois qui vont refaire un point sur le régime des catastrophes naturelles.
Ensuite, on aura encore une séquence à 2 voix avec nos 2 experts que je remercie, Jean-Vincent Raymondis et François Estrade, qui vont nous parler très très concrètement de ce que c'est qu'un sinistre sécheresse, comment ça se gère, comment ça s'appréhende. On aura ensuite une séquence sur les chiffres, parce que évidemment on va vous donner des nouveaux chiffres, des nouvelles estimations. Et ça, ce sera à 3 voix, si je puis dire, CCR, France Assureur et la mission risque naturel. Et on terminera toujours avec ces 3 intervenants sur l'initiative sécheresse. Vous m'aviez posé pas mal de questions pratico-pratiques, très très concrètes au moment de la sortie du communiqué de presse. Eh bien, je vous avais promis que ce matin, vous auriez toutes les réponses à vos questions, et ce sera le cas. Et sans plus tarder, je cède la parole à Édouard Vieillefond, qui est directeur général de CCR. Édouard, c'est à toi. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous présenter le régime CatNat en 2 slides. Alors, ce sont des rappels que vous connaissez peut-être par cœur ou presque, mais je pense que ça vaut le coup de rappeler 2 choses. La première chose, c'est qu'on a un système assurantiel et réassurantiel, ce régime catastrophe naturelle, dans lequel le mécanisme lui-même fournit un exemple de partenariat public-privé où il y a bien sûr de la solidarité et de la mutualisation, puisqu'on est dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, mais également de la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut à la fois arriver à maintenir l'assurabilité des biens dont nous parlons, donc biens particuliers et biens professionnels, mais il faut également faire en sorte que le régime soit autofinancé par son mécanisme, assurer son équilibre financier. Et donc le petit schéma, alors qui est un schéma qu'on a repris de nos rapports CCR, qui est un tout petit peu complexe, mais pas tant que ça quand on le détaille un tout petit peu, c'est le mécanisme financier qui montre que par tranche, eh bien, les responsabilités et l'implication des différents acteurs, elle est là. Déjà, l'assuré finance une partie du système lorsqu'il y a une catastrophe naturelle par la franchise, donc il y a une rétention au niveau de l'assuré. On voit bien qu'ensuite il y a le mécanisme de quote-part, 50-50, donc quand c'est une catastrophe naturelle et qu'il y a réassurance de CCR, c'est moitié-moitié, on commence par ça, des primes et des sinistres entre les assureurs, les cédantes, clientes et CCR. Donc c'est pour ça que vous avez 2 colonnes, une colonne à gauche, qui est une colonne CCR, et une colonne à droite. Et dans la colonne à droite, vous avez également une répartition, alors dont on va dire, il y a matière à ajustement sur la taille des différentes cases, mais le principe est là. D'abord, les assureurs prennent l'essentiel, évidemment, de ces 50%. Quand il y a de la réassurance privée, ce qui était le cas il y a quelques années, ce qui est évidemment beaucoup moins le cas aujourd'hui, voire presque plus, sur les sinistres dont on parle, sécheresse, inondation, etc. Mais en théorie, vous avez une case réassurance privée. Et au-dessus, il y a le fameux stop-loss de CCR, qui est le 2e étage de la fusée, si j'ose dire, qui permet d'engager en quelque sorte la garantie limitée de CCR, qui elle-même bénéficie de la garantie limitée de l'État. Donc en quelque sorte, le quote-part, les 2 colonnes, permet de partager les gains et les pertes. Et comme vous le savez aujourd'hui, ce sont plutôt des pertes. Et ensuite, le stop-loss permet de faire en sorte qu'à un moment, on arrête, ce qui permet de limiter quand même le capital, notamment solvabilité 2, engagé par les assureurs. Donc ça, c'est le premier point, première slide, c'est un PPP et chacun fait un effort. Ensuite, la deuxième caractéristique de ce régime CatNat, toujours après le mot-clé PPP, partenariat public-privé, c'est vraiment que c'est un système encadré. Alors, il y a beaucoup de libertés contractuelles dans le régime CatNat, dans la tarification des stop-loss, dans la liberté de demander à CCR de réassurer ou pas. Il y a des choses obligatoires dans le régime, mais il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Et il y a de la vraie liberté. En revanche, sur certains aspects réglementaires, c'est très encadré. Et je pense à titre personnel que c'est un élément essentiel du système. Et là, dans cette slide, par rapport à de la réassurance privée classique, eh bien, on voit bien l'intervention de la sphère publique, puisque quand vous avez un événement exceptionnel défini au-dessus de certains seuils, et il y aura toujours des seuils, il y aura toujours des critères pour les inondations, pour la sécheresse, pour les séismes. Alors, il y a une demande du maire qui est faite auprès d'une commission interministérielle, en fait auprès du préfet qui lui-même organise et saisit la commission. Et c'est à ce moment-là qu'il y a
CatNat ou pas, à travers l'arrêté interministériel. Et ensuite, on reprend le chemin normal, entre guillemets. C'est-à-dire on revient dans un système qui aurait été un système privé, classique, avec l'expertise, et en fonction du résultat de l'expertise, l'intervention de l'assureur et donc en parallèle de CCR selon les modalités que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, vous avez vu cette slide, ou en tout cas, vous connaissez bien le système. Vous avez vu que l'arrêté CatNat est au centre de ce système, que c'est unique à peu près dans le monde. On a très peu de comparaisons avec d'autres acteurs dans le monde. Il y a peut-être le système espagnol qui ressemble un petit peu. Et il y a eu beaucoup de débats sur le maintien et le rôle de cet arrêté. Nous pensons que l'arrêté interministériel est au centre et qu'il ne faut pas le bouger, qu'il faut non seulement pas le supprimer, mais même qu'il faut éviter de le déstabiliser parce que ça ferait probablement bouger l'intégralité du système. Le régime CatNat, pour compléter les propos d'Édouard, le régime CatNat est fondé sur deux grands principes. Principe d'universalité, puisque c'est ce qui a présidé à sa création en 1982. Universalité, c'est-à-dire qu'au fond, dès lors qu'un particulier, une entreprise dispose d'une garantie de dommages, automatiquement, il bénéficiera de cette extension, donc dite automatique, de garantie catastrophe naturelle. Et deuxième principe, c'est la solidarité, c'est-à-dire que le taux de CatNat et le surprime CatNat est le même où vous habitiez, 12% pour l'habitation, la multirisque habitation, 6% en auto et 12% pour les professionnels et entreprises. Ce taux s'appliquant aux garanties dommages et conduisant à une accessibilité à tous, dans la mesure où le prix reste accessible. C'est un niveau de cotisation en moyenne par foyer, donc par résidence, pour la garantie catastrophe naturelle de 25 € en moyenne par an et 3 € en assurance automobile dès lors que l'auto est garantie en dommages. Les sinistres qui sont couverts, ou les aléas climatiques qui sont couverts, vous les connaissez, donc inondations évidemment, les vagues de submersion, les cyclones, les mouvements de terrain, enfin les glissements de terrain, les tremblements de terre, et puis évidemment le retrait-gonflement des argiles lié à la sécheresse. Les franchises, 380 € pour ces aléas climatiques, enfin ces aléas couverts par le régime CatNat, sauf pour la sécheresse, donc à 1 520 €, et 10% de franchise pour les entreprises sont définis par la loi, avec des délais légaux qui sont eux-mêmes définis par la réglementation. Un mois, enfin, aujourd'hui c'est un mois entre la déclaration de sinistre ou la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle et le missionnement de l'expert, ou la communication à l'assuré des modalités de prise en charge du sinistre, c'est-à-dire de mise en jeu de la garantie. Un mois entre la réception du rapport de l'expert et la proposition d'une proposition financière, et 21 jours entre l'acceptation de cette proposition et le versement des fonds. Donc vous voyez bien un système très encadré et un système qui a évolué. Alors qui a évolué récemment, d'abord à la fin de l'année 2021, vous savez que les assureurs s'étaient mobilisés depuis plusieurs années pour moderniser le régime catastrophe naturelle, notamment sur quelques points qui n'étaient pas toujours bien compris sur le terrain. Je pense à la prise en charge des frais de relogement. C'est fait aujourd'hui, donc jusqu'à une durée maximale de 6 mois, les frais de relogement sont pris en charge par le régime catastrophe naturelle, ou également la suppression de la modulation de franchise. Vous vous rappelez que dans le passé, il y avait une forme de pénalisation via les niveaux de franchise qui pouvaient être multipliés par 2, 3 ou 4 dès lors que la commune qui bénéficiait d'un arrêté de catastrophe naturelle n'avait pas mis en œuvre les plans de prévention auxquels elle était soumise. Voilà donc une modernisation de ce régime par la loi du 28 décembre 2021, loi dite Baudu, également avec un enjeu de transparence accrue, avec une communication des rapports d'expertise, même si cela se faisait auparavant. Disons qu'aujourd'hui, c'est clairement dans la réglementation, enfin c'est dans la loi.
et des délais qui ont été encadrés. Je vous les ai donnés il y a 2 minutes. Ce sont des délais qui permettent de donner plus de rassurance quant au déroulé de l'indemnisation de ce type de sinistre. Et puis plus récemment, donc début 2023, vous vous rappelez de cette ordonnance et en fait des circulaires et des décrets qui doivent en résulter. Ordonnance dans le cadre de la loi 3DS qui porte spécifiquement sur le retrait-gonflement des argiles, qui d'abord, je pense que ça il faut le souligner, confirme la présence de cet aléa, le retrait-gonflement des argiles, dans le régime catastrophe naturelle. Vous savez qu'il y avait eu un débat à l'époque pour savoir s'il fallait sortir ou pas la sécheresse du régime des catastrophes naturelles. Nous avions milité pour qu'il y reste, bien évidemment, pour mieux protéger les Français. C'est chose faite, en tout cas c'est ce que cette ordonnance dit. Mais elle ne dit pas que ça, et elle donne un certain nombre d'éléments additionnels qui viennent là aussi renforcer le régime, enfin en tout cas sur cet aspect particulier du retrait-gonflement des argiles, avec notamment un assouplissement des critères de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle, avec une prise en compte pas simplement des événements d'intensité, des sécheresses d'intensité, mais également de la fréquence accrue de sécheresse. Cela sera précisé prochainement dans des circulaires et des décrets qui sont en cours de finalisation. Prise en compte des sécheresses successives, mais également prise en compte des communes adjacentes aux communes qui bénéficient aujourd'hui d'un arrêté de catastrophe naturelle ou qui en bénéficieraient sur la base des critères de reconnaissance d'une sécheresse d'intensité. Également une réduction de la période de retour, c'est-à-dire en fait une reconnaissance plus facile, j'allais dire assouplie, de l'état de catastrophe naturelle pour les communes. Donc en clair, les Français bénéficieront plus facilement de la mise en jeu du régime catastrophe naturelle dans le cadre des sécheresses par rapport à ce qui se pratiquait auparavant. Également un point qui est important, c'est l'affectation de l'indemnisation versée dans le cadre de la réparation, enfin pour la réparation de ces sinistres, de ces désordres. C'est l'affectation de l'indemnisation à la réparation effective de ces désordres. Jusqu'à présent, rien n'obligeait à ce que cette indemnité versée soit utilisée pour la réparation des dommages. C'est ce que prévoit cette ordonnance. Et dernier point, encadrement de l'expertise. Alors tous les points que j'ai donnés jusqu'à présent seront mis en œuvre en vigueur 1er janvier 2024, sauf le dernier point qui concerne les experts et l'encadrement de l'expertise sur le terrain qui entrera en vigueur 1er janvier 2025. Et c'est l'occasion de passer la main aux experts. Bonjour à toutes et à tous. L'idée, c'est de vous présenter ce que va vivre un sinistré de la sécheresse dans la situation d'aujourd'hui. Donc prenons cette situation où un assuré constate ses dommages en juin 2022. Vous le savez, ça a été une période intense en termes de sécheresse. En novembre, à peu près, c'est ce qu'on constate, entre novembre et janvier, les communes vont faire une demande d'arrêté. Aujourd'hui, ça se fait de façon dématérialisée. Il y a souvent des échanges avec la préfecture, d'ailleurs, pour certaines petites communes, pour mieux comprendre ce dispositif, vont faire leur demande d'arrêté. En avril 2023, donc on est déjà en avril 2023, Météo France va remettre un rapport d'analyse qui va porter sur l'ensemble de la situation météorologique et son impact climatique par rapport à des moyennes, des standards. Donc l'ensemble de l'année, ça va être rendu en avril 2023. Donc on voit déjà les différents intervenants, l'assuré, la commune, Météo France. Au regard de ces éléments météorologiques et climatiques, au regard aussi de la nature des sols dans la commune sur la base de cartes fournies par le BRGM, la commission va émettre un avis, favorable ou défavorable, et je vous propose de prendre le cas de l'avis favorable. On sera, et c'est ce qu'on a constaté, en juin 2023. Donc une première année est passée pour aboutir à la reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle, retrait-gonflement des argiles liés à la sécheresse. L'assuré est informé de cette reconnaissance, soit par des articles de presse, soit par des messages adressés par les communes en règle générale, soit éventuellement par des messages adressés par leur assureur. Donc l'assuré d'une commune reconnue est informé de cette situation.
il va déclarer son sinistre à l'assureur. L'assureur va analyser la déclaration, vérifier si ça relève bien d'une commune qui fait l'objet d'une reconnaissance et s'il était bien l'assureur à la date du sinistre, et va dans ce cas-là généralement missionner une expertise. La société d'expertise va alors prendre contact avec l'assuré, définir quel mode d'expertise sera adapté, avec des placements en visio, quel est le mode d'expertise le mieux adapté aux enjeux du sinistre, et fixer un premier rendez-vous. Cette étape, si je peux me permettre juste de revenir sur le slide d'avant, cette étape entre l'information de la reconnaissance, la déclaration et l'intervention de la société d'expertise prend aujourd'hui en délai médian un peu plus d'un mois. Ça veut dire qu'on a un mois aujourd'hui en délai médian, c'est-à-dire 50% des assurés auront un délai plus long et 50% des assurés un délai plus court. On va fixer un rendez-vous et vous avez un schéma sur la droite qui indique les volumes de missions reçues par les sociétés d'expertise depuis 2011. Et ce que vous pouvez constater sur cet encéphalogramme, c'est qu'il n'est pas plat du tout, et c'est qu'effectivement, on a des périodes de pics et de creux extrêmement intenses. Et ça veut dire qu'on va se retrouver à certains moments extrêmement mobilisés par la sécheresse, et à d'autres moments pas du tout mobilisés par la sécheresse. C'est une saisonnalité extrêmement forte, liée bien sûr au climat, à la météo, mais liée aussi à ce phénomène d'arrêté CatNat, qui fait que lors de la publication de l'arrêté, un ensemble de sinistrés vont déclarer en même temps à leurs assureurs et donc provoquer des expertises simultanées. Vous pouvez constater, et on en reparlera, que l'année 2023 est pour l'instant historique pour les sociétés d'expertise en termes de missionnement. Ça veut dire que nous avons des ressources à mettre en œuvre, à déployer sur le terrain, qui sont par essence limitées, puisque nous ne pouvons pas avoir en permanence des ressources qui attendraient des sinistres sécheresse, et donc nous mobilisons ces ressources partout en France et en visio pour intervenir dans les communes reconnues. Aujourd'hui, au bout de 4 mois après la déclaration, c'est le délai médian actuel, l'expert va communiquer à l'assuré et à l'assureur son premier compte-rendu. On va se positionner dans le cas d'un sinistre où effectivement des investigations vont être menées. Donc un sinistre, ce que je vous propose d'accompagner le sinistré jusqu'à la résolution complète de son sinistre dans le cadre d'un sinistre garanti. Donc l'expert va communiquer son premier compte-rendu avec une demande d'investigation géotechnique qui va être spécifique en fonction des dommages constatés. L'expert va constater des dommages à tel et tel endroit de l'habitation et va indiquer une demande d'investigation géotechnique spécifique à ces dommages constatés, pour aller rechercher quelle est la nature du sol, quels sont les éléments, on pourra en reparler si vous le souhaitez, exactement la nature du sol, c'est-à-dire quelle est la nature de l'argile, quelle est en termes de plasticité, comment est-ce qu'il réagit au retrait-gonflement, comment est-ce qu'il peut être traité, en gros, comment ce sous-sol va pouvoir être traité pour réparer de façon pérenne l'habitation. Le géotechnicien va remettre son étude d'investigation. Vous avez ici les moyens qui sont utilisés pour faire des forages, puisqu'en fait, on va faire des forages, pour réaliser des forages, pour aller en profondeur, mesurer, réaliser un carottage pour voir comment est constitué le sous-sol sous l'habitation aux endroits qui nous semblent pertinents. Il faut des moyens, il faut des matériels, et là encore, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'effectivement, il faut déplacer ces matériels sur chacun des lieux de sinistre. Avec les résultats de cette étude d'investigation, l'expert va remettre et réaliser une nouvelle visite, va remettre un deuxième compte-rendu pour réaliser les offres de travaux. On est en juillet 2024 et on voit que se sont passés déjà un certain nombre de temps. 1 an pour la reconnaissance, 4 mois pour la première visite, 7 mois pour l'investigation géotechnique, 3 mois pour réaliser le deuxième rapport et le résultat de l'analyse géotechnique. Puis ensuite, l'expert va déposer un rapport avec l'estimation précise du coût des travaux. Un mois après, c'est déjà le cas aujourd'hui, le délai médian aujourd'hui, un mois après, l'assureur va indemniser l'assuré, procéder à l'indemnisation, soit en direct, en délivrant une somme à l'assuré pour lequel il pourra faire les travaux sur la base des études qui ont été réalisées par l'expert, soit dans certains cas en proposant des entreprises partenaires ou des solutions partenaires de réparation. Le prestataire de solution va réparer le sinistre et cela va durer aujourd'hui, la durée médiane, c'est 8 mois. 8 mois pour réparer un sinistre avec un écart type, et on le verra puisque les solutions de réparation sont diverses, qui peut être fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre le moment où l'assuré constate les dommages et le moment où la solution est réparée, cette durée cumulée est donc, vous l'avez constaté, de 3 années. 3 années où vont se succéder différents intervenants et où le temps cumulé de l'assurance et de l'expertise sera en réalité de l'ordre de 8 mois, avec des temps d'investigation, des temps d'études,
par des entreprises spécialisées, des temps de devis, des temps de réalisation d'études par des entreprises qui occuperont ce reste du temps. On arrive maintenant à la réalisation des travaux et je vous propose de passer la main. Merci Jean-Vincent, bonjour à tous. Je vais vous parler des 3 principales solutions de réparation qui sont aujourd'hui mises en œuvre sur ces sinistres. Donc, en partant du plus simple, c'est l'agrafage des fissures avec la reprise du parement de façade. Donc là, vous avez des photos qui vous détaillent un peu la technique. Donc il y avait là où c'était, vous voyez un trou dans une façade, il y avait une fissure qui a été agrandie. On a bien mettre des armatures pour reconstituer la maçonnerie. Et ensuite, vous voyez sur la photo du milieu qu'avec un mortier adapté, donc un mortier sans retrait, on vient sceller tout ça dans la maçonnerie. Vous avez sur la photo qui est à ma droite, à votre droite aussi, le résultat des travaux. Donc évidemment, on ne va pas laisser l'assuré dans cet état-là après le sinistre. On va laisser en général une période d'observation d'1 an, et une fois qu'on a constaté que tout va bien et qu'il n'y a plus de problème, l'entreprise qui a fait ça ou une autre vient refaire le parement de façade, donc le ravalement, pour en parler plus couramment. Deuxième solution, donc là on est dans des solutions déjà un peu plus lourdes, qui va consister à rigidifier la construction pour la rendre quelque part indéformable sous l'effet des variations de teneur en eau du terrain et donc des tassements du terrain d'un côté de la maison par rapport à l'autre. Donc là, quel est l'objectif ? Vous voyez qu'on vient mettre en œuvre, si c'est en superstructure, donc des chaînages et des raidisseurs. Donc c'est les éléments gris que vous voyez, qui sont soit des poutres, soit des poteaux, en fait, qui sont liaisonnés entre eux. Tout ça étant en béton armé, en général. Et puis, on peut aussi le faire au niveau des fondations. Et donc, on peut aussi faire une poutre en béton armé au niveau de la fondation pour renforcer, au niveau donc, de l'infrastructure cette fois, la rigidité de la construction. Et si on fait tout, c'est parfait. Mais on peut, dans certains cas, ne faire qu'une partie de ces travaux. Évidemment, pardon, si on peut revenir juste, merci. Évidemment, une fois qu'on aura fait tout ça, pareil, il faudra agrafer les fissures et refaire les ravalements, etc. On voit, par rapport à la première solution, qu'en équivalent de tonnes CO2, on commence à être dans des solutions qui sont relativement importantes en consommation, 18 à 40 tonnes. Première, c'était quand même relativement plus simple, c'était de l'ordre de 7 à 10 tonnes, on va dire comme ça. Et puis alors, pour les constructions anciennes, vous avez peut-être tous vu sur des maisons en pierre, on vient mettre des tirants métalliques avec des croix sur les façades. Donc ça, c'est la technique des maçons du 18e ou du 19e siècle. La dernière solution, et qui est là, en matière d'équivalent de tonnes CO2, la pire, si je puis dire, avec un bilan de l'ordre de 77 tonnes. Ce sont les micropieux, avec là, vous voyez la machine qui vient, donc tout à gauche, la machine qui vient forer donc dans le sol pour ensuite introduire une armature métallique dans laquelle on va introduire un coulis de ciment. L'ensemble va constituer le micropieux qui va être descendu à la profondeur suffisante pour atteindre, en général on va essayer d'atteindre un sol qui n'est pas très argileux, et aussi pour reprendre les charges qui sont apportées par la maison, puisqu'il faut quand même qu'on ne crée pas un effondrement de la maison avec cette chose-là. Donc vous voyez le petit schéma un peu au milieu, vous voyez qu'on met des micropieux partout sous la maison, y compris s'il y a des murs de refend, donc des murs à l'intérieur de la maison. On vient carrément forer, introduire ces machines à l'intérieur des maisons. Enfin bon, je vous laisse présager des dégâts et des conséquences pour les sinistrés, puisqu'il faut tout refaire ensuite à l'intérieur de sa maison.
On va ensuite relier aussi, et c'est sur le petit schéma du milieu, ce que vous avez en jaune, la poutre qui va relier en fait tous ces micropuits entre eux. Voilà. Et puis la dernière solution dont on entend beaucoup parler, les injections de résine. Vous avez de petits schémas, là c'est des solutions où on vient, là c'est des petits forages, et on vient en général sur 3 niveaux injecter un mélange de résine. Vous avez la photo d'un camion qui contient les cuves des produits qui vont être injectés et polymérisés pour traiter le terrain sur 3 niveaux de profondeur. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on voulait aussi vous expliquer ce matin, c'est l'évolution qu'a connue ce phénomène de sécheresse ces dernières années. Et depuis 2016, les phénomènes de sécheresse de grande ampleur se succèdent. Sur les 8 années de sécheresse les plus coûteuses, 6 sont postérieures à 2016. La sinistralité liée au RGA, au retrait-gonflement des argiles, connaît une forte croissance depuis 2016. Si on prend la charge cumulée de la sécheresse depuis 2016, ça représente désormais 60% de la charge cumulée du régime CatNat, tout péril confondu, alors que ça représentait moins de 40% sur la période 89-2015. Si on passe sur la slide suivante, on voit que 2016 est également une année charnière concernant la localisation des territoires impactés par la sécheresse. Alors que la sinistralité était principalement concentrée sur le croissant argileux, elle s'étend désormais sur les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Si on prend ces trois régions ont vu leur charge annuelle moyenne multipliée par 10 depuis 2016. Si on passe à la slide suivante, on voit que sur ces mêmes régions, le nombre de reconnaissances annuelles moyen a également été multiplié par 10. Et 60% des communes qui ont été reconnues CatNat l'ont été pour la première fois. Et ça représente plus de 150 communes par an qui jusqu'alors étaient épargnées et qui sont reconnues CatNat. Par ailleurs, certains territoires font face à des sécheresses successives qui fragilisent les maisons du fait de l'accumulation de ces cycles d'assèchement et réhydratation des sols. Depuis 2016, on a 16% des communes CatNat qui subissent ces phénomènes de sécheresse successive. Et là encore, on retrouve les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est qui étaient épargnées jusqu'à présent. Donc vous l'aurez compris, depuis 2016 est vraiment une année de rupture. Depuis 2016, on a à la fois une sinistralité qui est croissante, on a une sécheresse qui s'étend sur le territoire, et on a des territoires qui font face à ces phénomènes de sécheresse successive. Et je passe la parole à José sur la sécheresse 2022. Merci Sarah, bonjour à tous. Quelques mots sur la sécheresse 2022, donc on avance dans le temps. La première chose que je voulais signaler, peut-être si on regarde le graphique de gauche, c'est le nombre de demandes d'arrêté CatNat. C'est déjà un record avec un peu plus de 8600 demandes qui ont été formulées au cours de cette année 2022. 8600 demandes, dont 6370 avis favorables. 6370, si on rapporte ce chiffre aux 8605 demandes, ça fait un taux de 74% d'avis favorables de reconnaissance CatNat en 2022. C'est ce qui est représenté par la courbe. 74%, c'est également le taux le plus élevé qu'on a eu depuis 2010. On voit qu'on est globalement à des niveaux proches de 2016-2015, mais avec 74%, on est à un niveau record. On va faire un focus sur les communes qui ont été reconnues CatNat, c'est le graphique de droite. Et là aussi, on voit qu'avec 6370 communes, et avec une perspective un peu plus longue, depuis 1989 et l'intégration du péril RGA sécheresse dans le régime CatNat, on est sur un nombre de communes reconnues qui est également record, avec 6370, largement supérieur au précédent record qui a été atteint en 2003, 4437 communes.
Ça fait un ratio de plus 44%. Donc voilà, si on voulait arrondir, c'est quasiment moitié plus qu'en 2003 en termes de nombre de communes reconnues CatNat au cours de cette année 2022. On continue sur cette année 2022. À date donc c'est globalement aujourd'hui le 17 octobre. On est déjà à 6 arrêtés qui ont été parus. Alors la date de l'arrêté, c'est soit avril pour les 2 premiers d'entre eux, soit juillet pour les 4 suivants. Et ils sont sortis au journal officiel en mai, juin et septembre. Et puis le dernier, c'était le 4 octobre dernier. On voit la répartition. Alors évidemment, le premier arrêté a été un arrêté qui englobe quasiment plus de la moitié des communes reconnues à date, donc les 3470 communes sur les 6370. Et si on tire un trait à fin juillet, au moment de la date de l'arrêté, et qu'on fait une comparaison par rapport à des événements massifs de sécheresse, comme dit 2003, on l'a tous bien en tête, mais 2018 était également une année où la sécheresse avait été très importante, eh bien on se rend compte qu'on est à un niveau très largement supérieur à celui qui était atteint en 2018, à fin juillet, 6370 contre un peu plus de 3000, et pour l'année 2003, avec ce même recul, c'est-à-dire à fin juillet 2004, il n'y avait pas eu encore d'arrêté CatNat. Donc les arrêtés, globalement, pour cette année 2022, sont parus beaucoup plus rapidement que les années précédentes. Ce que je voulais ajouter également sur les 6370 communes qui ont été reconnues, parfois, alors elles sont reconnues sur des périodes, généralement de 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois, et il y a certaines communes qui ont été reconnues à 2 reprises, donc en termes de nombre de communes différentes, ce sont 6077 communes différentes. Toujours pour qualifier un peu cette sécheresse exceptionnelle de cette année 2022, et pour rejoindre ce que vient de dire à l'instant Sarah, déjà la première chose, c'est donc par trimestre. Alors évidemment, on a une forte concentration, alors on va parler de mode au cours du 3e trimestre, au cours de l'été, où il y a globalement 5418 communes parmi ces 6370 qui ont été reconnues CatNat au cours de ce 3e trimestre de l'année 2022. C'est 89% de l'ensemble de ces communes. Mais il y a également certaines communes qui ont été reconnues, soit au cours de la période hivernale, au 1er trimestre, printanière, au 2e trimestre, ou automnale, au 4e trimestre. Et donc, on voit que c'est un phénomène finalement qui a parcouru l'ensemble de l'année 2022, avec un pic au cours de l'été, comme ça a été dit précédemment. Pour rejoindre ce que disait Sarah à l'instant, plus de 150 communes nouvelles par an depuis 2016. En 2022, on est sur un phénomène qui est exceptionnel. Et là, ce sont plus de 1300 communes qui ont été reconnues pour la première fois en état de catastrophe naturelle, sécheresse. Communes qui ne l'avaient jamais été par le passé. Donc c'est un peu plus de 20% de l'ensemble total des communes reconnues CatNat. Et dans le même temps, si on regarde la partie droite de ce graphique de droite, on voit que quasiment le même taux, donc c'est environ 1200 communes, ont été reconnues CatNat au cours de cette année 2022, mais l'avaient déjà été par le passé 5 fois ou plus. Je propose de passer à la dernière slide. Finalement, ce que je vous dis, ça peut être synthétisé par des cartes, un peu à l'image de ce qu'a présenté également Sarah. Donc on voit l'année 2003 qui était un peu exceptionnelle. Là, ce qui est représenté, c'est le pourcentage de communes arrêtées CatNat par département en France. Donc en 2003, on voit une certaine concentration, et notamment dans le sud de la France, enfin le croissant qu'évoquait Sarah à l'instant. 2010-2021, bon, c'est cumulé, donc on voit que ça touche à peu près l'ensemble du territoire. En 2022, c'est un peu un mix de ces deux cartes, avec la première caractéristique, c'est que la sécheresse 2022, donc elle joue sur l'ensemble des trimestres, sur l'ensemble de l'année, c'est ce que j'ai dit à l'instant, mais elle joue également, en tout cas elle a frappé, la quasi-intégralité du territoire. La quasi-intégralité du territoire, alors parfois c'est une commune ici ou là, mais il y a des faits qui sont un peu extraordinaires. Les Côtes d'Armor et le Finistère ont été frappés par un épisode de sécheresse au cours de cette année 2022 pour la première fois de l'histoire. C'est évidemment très très peu de communes. On peut rajouter également la Corse du Sud. On retrouve ce croissant, mais on retrouve également sur la partie nord une sécheresse qui a frappé l'ensemble du territoire, peut-être un peu moins au niveau du centre par rapport à la période historique 2010-2021. On peut passer peut-être à la slide suivante.
Alors, après ces différentes présentations, on en arrive aux chiffres. Donc, vous avez entendu qu'on a maintenant de la sécheresse en Bretagne et même nos amis anglais souffrent de la sécheresse. Donc, ce qui aurait été une plaisanterie il y a quelques années ou dizaines d'années n'en est plus une. Et là, on a les impacts. Alors, vous avez vu le graphe à droite tout à l'heure. Mais là, vous avez deux choses intéressantes dans cette slide. D'abord, il y a un code couleur. Ce qui est en rouge, ce sont les 6 années, les années où il y a eu le plus de dommages, le plus de sinistres. Et ce qui est intéressant de noter, on le voit sur le graphe à droite, c'est qu'il y en a 6 sur 10 qui sont dans les 7 dernières années quand on s'arrête à 2022. Donc c'est une tendance lourde. Alors bien malin qui pourra dire si on va avoir exactement cette répétition ou si on va revenir, comme les modèles tendent à le dire, à quelque chose d'un peu plus, je dis bien un peu plus raisonnable dans les années qui viennent, avec quand même quelques années basses ou très basses. Mais ces chiffres sont impressionnants avec cette séquence. Le monde a changé à partir de 2016. Et donc c'est là que la sécheresse géotechnique, le RGA, le retrait-gonflement des argiles, est devenu le sinistre, le péril principal d'assez loin, alors que vraiment c'est à la fois récent dans l'histoire, et je rappelle qu'il est entré dans le régime CatNat en 89, il n'était pas originellement dedans, donc il était à 0 jusqu'en 89, depuis l'existence du régime en 82. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette explosion statistique dans les dernières années, qui montre d'ailleurs que pour ceux qui contestent le réchauffement climatique, nous on le voit directement, et il n'est pas devant nous, il est déjà derrière nous, en bonne partie. Le deuxième chiffre qui est impressionnant, et là qu'on vient de mettre à jour, hein, c'est ce qu'on pense maintenant, à aujourd'hui, de la sécheresse 2022. Alors les chiffres autour de 3 milliards avaient été donnés à l'époque, avec beaucoup je dirais, de facteurs possibles de modification. Et bien finalement, ces différents facteurs, et ce que José vient d'expliquer sur le nombre de déclarations et finalement le taux d'acceptation, qui a été plus élevé qu'attendu, ben finalement, on s'attend à ce que la sécheresse, donc sur 2022, soit à 3,5 milliards, ce qui est un record vraiment, vraiment absolu. Donc, deux chiffres à retenir, ce 3,5 milliards, mais surtout ce fameux 60% des dernières années où la sécheresse géotechnique devient le premier péril, après être entré finalement, pas récemment, mais être entré dans le régime au titre des mouvements de terrain. Et donc, si ça continue, on reparlera critères. La difficulté qu'on va avoir, c'est que ça va continuer d'augmenter. Et un péril qui prend une proportion trop élevée à l'intérieur d'un régime multipéril est un risque en soi. Alors ça, c'est la première chose. Sur la slide suivante, on va voir 2023. Alors 2023, qu'est-ce qu'on prévoit ? L'honnêteté commande de dire que cette année, c'est très, très difficile de faire des prévisions. Alors d'abord, on a eu une année en termes de météo qui est extrêmement bizarre, donc en général. Et puis aussi parce que, vous souvenez-vous du début de l'année très chaud, très sec, le premier trimestre, puis ça allait mieux au deuxième trimestre. Les régions se sont un peu succédées, c'est-à-dire que c'était très sec au nord, et puis ça allait dans le sud, et puis ça s'est inversé. Alors on a quand même un arc méditerranéen vers les Pyrénées-Orientales, où là, de toute façon, il a fait très chaud et très sec. Mais globalement, avec ce qui s'est passé au premier semestre 2023, déjà la situation était délicate pour faire des prévisions. Ensuite, on a un autre phénomène, et je pense qu'on peut passer à la slide suivante, c'est qu'en plus de cet événement majeur, hein, avec la transformation du climat, on a des non-linéarités et des phénomènes totalement surprenants. Ce n'est pas seulement une augmentation en moyenne, c'est aussi le climat qui change au printemps, à l'été. Et en plus, et je vais commencer par les incertitudes avant d'aller vers le chiffre qu'on sort, c'est qu'on a eu un mois de septembre vraiment exceptionnel également. C'est-à-dire que d'habitude, nous, on a les données fin septembre de Météo France à fin août, et comme on a les données d'humidité, le fameux Soil Wetness Index de fin août, bon, normalement, on a 90% ou 95% du résultat, puisque la sécheresse, ça se fait après l'été. Normalement, le mois de septembre n'est pas censé, dans un monde normal, amener beaucoup plus de sécheresse supplémentaire. Cette année, le mois de septembre a été délirant, donc le plus chaud en France. Mais en plus, vous avez vu la première semaine qu'on a eue de septembre, où là, pour le coup, ça a été une canicule supplémentaire avec un pic de chaleur. Et Météo France l'a évidemment confirmé. Donc on donne ce chiffre de 900 millions d'euros, hein, qui sont les chiffres les plus à jour qu'on ait. C'est un petit peu en dessous en réalité.
Gardez aussi en tête la fourchette, on ne pense pas que ça descendra en dessous de 750 millions d'euros, et ça on en est à peu près sûr. On pense qu'il y a un maximum autour d'1 milliard d'euros, mais à titre personnel, celui-là j'ai un tout petit peu moins confiance dedans, vu tout ce que j'ai dit juste avant. Alors on voit que ce chiffre, ouf, heureusement, c'est pas 2022, c'est pas 3,5 milliards, mais par rapport à la normale, par rapport aux ressources du régime, par rapport à ce que devrait être un total de sinistres sur une année, c'est déjà important. Alors attention, on est bien sur des chiffres marchés, et après, je simplifie, c'est pas tout à fait ça, je divise pour 2 sur la charge CCR. Mais même pour le marché, ce 900 millions d'euros n'est pas du tout négligeable. Ensuite, on peut passer à la suite avec les projections de moyen terme, puisque nous allons sortir, d'ailleurs aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, notre étude climatique que nous faisons régulièrement, alors pas tous les ans évidemment, mais tous les 5 ans ou tous les 3 ans, nous faisons tourner nos modèles et nous faisons des évaluations pour voir où on en est déjà à climat actuel, c'est-à-dire aujourd'hui, essayer de savoir quelle est la moyenne dans cette variabilité que vous avez vue ces dernières années. Et puis on fait des projections évidemment pour l'avenir. Pour CCR, c'est assez fondamental, puisque le but de ces projections, c'est quand même de guider les pouvoirs publics dans leur politique et pour leur dire voilà ce qui arrive. Alors c'est à la fois pour le financement du régime et pour la fameuse surprime, mais c'est aussi également pour orienter la prévention. Évidemment, on en reparlera, puisque les masses en jeu sont évidemment extrêmement importantes. Alors le coût de la sécheresse. Alors j'explique un peu cette slide qui est un petit peu complexe, mais pas tant que ça. On va les retrouver dans le document, dans notre étude climatique, mais en gros, on était un peu en dessous de 500 millions à climat 2000, avant que la sécheresse n'explose. On est déjà plus proche de 750 que 700 aujourd'hui à climat actuel. Donc déjà, ça a augmenté fortement, on va dire de l'ordre de 50%. Et là, on a fait tourner, pour le futur, on a fait tourner sur 2 scénarios. C'est les fameux scénarios du GIEC, donc le RCP 4.5 et le RCP 8.5, qui en quelque sorte encadrent notre exercice. Et là, on a vraiment fait tourner. Alors, on est plus proche du RCP 4.5 que du RCP 8.5. Vous avez notamment entendu le ministre de la Transition écologique sur les hypothèses de réchauffement. Je dirais qu'en médiane de scénario, oui, le RCP 4.5 est médian en quelque sorte, mais le scénario intermédiaire, le scénario moyen, quand on fait la moyenne pondérée de tous les scénarios et le risque que ça aille vers la droite, vers des scénarios climatiques beaucoup plus difficiles, et donc notamment le fameux RCP 8.5, eh bien, ça décale vers la droite. Donc ce que vous voyez, c'est que par rapport à aujourd'hui, si on est dans le RCP 4.5, ce qui serait quand même bien, on passe à 1,2 milliard de sinistres par an en moyenne ou à peu près, avec un effet du réchauffement climatique, de l'aléa, avec un effet des enjeux assurés évidemment supplémentaires ou alloués différemment. Mais on a aussi l'effet des réformes que vous voyez en violet. Et ce qu'a évoqué Franck tout à l'heure, c'est-à-dire Baudu et surtout 3DS. On voit que c'est très important. Donc, ce que je disais également sur le financement du régime, la stabilité du régime, c'est bien de donner des droits aux citoyens, aux assurés, c'est bien normal, mais il y a un moment, en termes de financement, le violet que vous voyez, ça en est la conséquence sur le régime. Et donc, si on est sur le RCP 4.5, on continue de progresser de façon presque linéaire. Par contre, si on est dans le RCP 8.5, alors là, ça peut aller jusqu'à un triplement. On est à 2,1 milliards pour la seule sécheresse. Et ce qu'on a fait pour donner ce que nous, on pense être la réalité, enfin, ce qui est le plus proche de la réalité moyenne, eh bien, c'est un scénario qui est un peu entre les deux. Donc quand on fait la courbe comme ça, pas linéaire mais comme ça, eh bien, on est à environ 1,4 milliard ou 1,5 milliard, ce qui rejoint à peu près les chiffres que vous pouvez trouver ou les chiffres qui ont été également donnés par France Assureur. Donc vous voyez les montants en jeu. En gros, imaginez on en était sur le climat 2000 avec moins de 500 millions d'euros. En moyenne, si ce n'est pas catastrophique, on a un triplement. Donc ça, ce sont les ordres de grandeur. Voilà, et ensuite, slide suivante. Je te passe le micro. Merci Edouard. Alors, à la fois les tendances que ces dernières années que José Bardagy nous a montrées, c'est-à-dire le fait que la sécheresse prenne une part de plus en plus importante. Rappelez-vous de ce chiffre, 60% du coût total des aléas climatiques ces 10 dernières années. Le triplement que Édouard Vieillefond vient de mentionner, c'est-à-dire pour l'avenir, ce que pourrait représenter le coût de la sécheresse à l'avenir,
eh bien, cela a conduit les assureurs à se mobiliser pour éclairer le sujet, comprendre davantage quelles sont les pratiques en termes de prévention, en termes de réparation, qui permettraient d'augmenter la résilience des bâtiments dans le temps. Et cette temporalité, elle est importante. C'est ce que nous voulons observer, c'est l'effet dans le temps d'un certain nombre de réparations. Et ce qui conduit à deux choses dans cette initiative. D'abord, et c'est une première, c'est une mise en œuvre in situ, c'est-à-dire avec un échantillon de maisons, 300 maisons au total, et observer, en tout cas, les effets de ces méthodes de prévention et de réparation seront observés dans le temps sur une durée de projet, d'initiative de 5 ans. Cette initiative, elle va mobiliser, comme je vous le disais, les assureurs, en fait, pas que les assureurs ou pas que certains assureurs, mais tout l'écosystème et même au-delà de l'assurance. Édouard, tu peux nous en dire un mot ? Merci Franck. Donc, c'est effectivement une initiative tripartite qui associe France Assureurs, CCR et la MRN, puisqu'on amène tous des compétences particulières sur ces sujets-là. Alors après, il y a une liste de 13 assureurs que vous avez devant vous, qui sont déjà des partenaires, qui sont déjà là. C'est un système ouvert, évidemment, dans lequel les autres assureurs qui veulent contribuer peuvent le faire. À noter, c'est important de le dire, que c'est une vraie charge de travail, que c'est une vraie compétence, parce que pour amener les maisons, les assurés, les experts, etc., il faut du volume, il faut la capacité à pouvoir intervenir. Donc c'est une liste ouverte, mais il est très important de dire qu'éventuellement les modalités de collaboration peuvent être différentes en fonction du portefeuille, parce qu'on le sait, hein, on va le voir les chiffres tout à l'heure sur le nombre de maisons, etc., etc. Il faut une masse critique et il faut essayer d'assurer une harmonisation de ce fameux test qui va être décrit plus avant tout à l'heure. Ensuite, on a d'autres partenaires clés. Et là, il y a évidemment les experts et les fédérations d'experts donc, qui sont même représentés. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Évidemment, c'est essentiel puisqu'on va tester des méthodes. Et donc, en amont de la réparation, il y a l'expertise pour dire on recommande ou on prend telle ou telle de ces méthodes. À noter, dernier point également, il y a des gens qui n'apparaissent pas là-dessus. Il y a évidemment, au-delà de cet écosystème purement assurantiel, réassurantiel, on va dire un peu métier, je le dis avec mes mots, même si c'est un peu plus large, il y a évidemment d'autres parties prenantes, comme on dit aujourd'hui, qui sont consultées, qui vont interagir. Je pense évidemment aux services de l'État, ça paraît une évidence. Je pense également aux associations d'assurés, avec lesquelles il y aura également des contacts à définir de toute façon. Oui, bonjour à tous. Donc, comme indiqué, c'est bien la mission risque naturel qui va décliner opérationnellement pour fédérer les initiatives des différents assureurs, structurer et apporter des réponses concrètes dans les deux axes qui vous sont présentés ici. Un, prévention, et donc il s'agit vraiment en amont de la sinistralité, trouver les bonnes façons, trouver, on va dire, les remèdes, on va y revenir. Et a priori, dans l'échantillon très concret qu'on est en train de construire, c'est une centaine de maisons. Et puis le volet réparation pour traiter la sinistralité, et on pense évidemment à la sinistralité récente de 2022 qui vous a été présentée. Et c'est vraiment, on va dire, ces deux axes, ces deux jambes que le projet va prendre en compte. Alors, ça a été dit plusieurs fois et mentionné par les experts, rappelé par Franck, on est là sur un péril long. Donc, il ne s'agit pas d'un projet, on va dire, à communication court ou à retour rapide. Il ne s'agit pas de faire quelques tests, mais il s'agit vraiment de s'inscrire dans la durée. Et donc, vous voyez, on affiche très, très clairement 5 ans, qui ne vous surprendra pas par rapport aux 3 ans,
qui ont été évoqués avant, et avec un décalage compris et bien volontaire entre le volet de réparation, parce que là, on veut agir sur la sinistralité 2022, du volet de prévention qu'on agende à compter de 2025. Alors, sur l'aspect de prévention, le sujet et la cible, c'est clairement les maisons qui se trouvent en zone à risque, et donc par exemple les maisons qui se trouvent dans les communes reconnues CatNat en 2022, mais qui ne sont pas impactées, pour arriver à comprendre qui origine du sol, qui nature de la maison, va faire que ce sont des points de repère qu'on va pouvoir reprendre. Donc, sur ce volet de prévention, il y a un des axes qui est essentiel, c'est évidemment le contact, puisqu'il va falloir, via les assureurs, les collectivités, on va dire toutes les parties prenantes, identifier des maisons, obtenir l'accord, bien évidemment, des propriétaires pour mettre en place diagnostic, mesurer l'efficacité des mesures et, entre guillemets, en profiter pour recommuniquer sur les financements qui existent pour les assurés. On pense notamment au fonds Barnier, qui est une ressource importante. Donc il y a ce volet de prévention, et puis il y a le volet de réparation. Et là, Mission des risques naturels avec la CCR va avoir un rôle pour bâtir un échantillon représentatif. Il ne s'agit pas de prendre les premières maisons qui arrivent, des maisons sur une région, mais il s'agit vraiment, avec cet objectif in fine, de délivrer des référentiels techniques, des solutions qui fonctionnent, d'arriver à cartographier, on va dire, la France et identifier, encore une fois, des maisons sur lesquelles on va pouvoir, en termes de réparation, tester sous contrôle différentes mesures. On précise également, c'est le dernier point, qu'on cible par souci, encore une fois, d'opérationnalité, de prendre des maisons qui ont subi des endommagements limités pour vraiment voir les effets des mesures qu'on envisage de tester. Donc, ces mesures, quelles sont-elles ? On en a identifié 4. Si je prends la plus à droite, c'est celle qui vous a été présentée, reprise en sous-œuvre avec des micropieux. Comme vous avez pu le voir, c'est des solutions, on va dire, lourdes, invasives pour évidemment l'assurer, et qui, d'un point de vue carbone, peuvent interpeller. Et donc, on va mettre en commun, encore une fois, notre savoir, notre expertise autour de trois axes, notamment une réhydratation des sols, je vais y revenir, une protection des sols et un traitement des sols, point qui a été rapidement élaboré. Alors, si on fait juste un petit zoom, une réhydratation des sols, vous avez bien retenu retrait, gonflement, hein, donc ce principe qui crée les désordres. Et donc l'objet est bien d'hydrater quand il le faut, selon la saisonnalité, à partir de capteurs, donc d'hydrater les sols pour éviter ce phénomène de compression, redression, et donc de suivre, encore une fois, dans le temps long, l'impact de cette action. Deuxième possibilité, une protection des sols. Donc, vous voyez un arbre, donc, que ce soit les membranes antiracines, que ce soit entouré, on va dire, avec des géomembranes la maison. Donc, finalement,
confiner la maison, protéger la maison de son environnement et du sol et des effets du sol. Et puis un troisième axe qui va être là un traitement des sols, donc d'injecter un liquide qui va réguler, on va dire, le sol argileux pour, encore une fois, éviter cette contraction et ce gonflement des sols. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on n'injecte pas n'importe quoi. Comme ça a été mentionné par les experts, il existe déjà en France des tests réels, mais je reviens sur mon premier point. Notre objet est vraiment d'arriver à industrialiser, à tester en grandeur nature. Et enfin, je n'y reviens pas, ça a été déjà commenté, donc une reprise en sous-œuvre, c'est ce qui, à l'heure actuelle, se fait le plus souvent sur les cas les plus lourds. C'est évidemment très long, très invasif, mais ça restera en tout état de cause, certainement, pour certains cas de figure, une solution à retenir. Alors, un échantillon grandeur nature, le temps nécessaire pour arriver à des conclusions et donc à une approche, encore une fois, qui se devra être rationnelle. Et c'est pour ça que dès l'origine, on a prédéfini, si on va dire, les critères importants. Alors, un premier, l'efficacité, ça paraît bien évident, hein. Mais également, vous voyez à côté la satisfaction de l'assuré, du client. On est tous des propriétaires de maisons et c'est évidemment loin d'être neutre, c'est notre patrimoine et cette initiative sécheresse devra prendre en compte ce critère-là. Des conditions optimales de mise en œuvre, là il s'agit vraiment de travailler avec les experts pour des référentiels techniques. Qu'est-ce qui, d'un point de vue très technique, d'un point de vue métier, je parlais de référentiels techniques. Un autre critère qui est le coût non seulement de la mise en œuvre, mais également le coût de la maintenance. Il y a des solutions, on va dire, qui sont relativement légères dans la mise en place initiale, mais qui sont plus lourdes dans la maintenance. Donc là encore, il faut faire une véritable analyse économique. Et puis, cinquième critère, une industrialisation. Je communiquais sur le fait qu'il ne s'agit pas de traiter quelques maisons ou dans l'absolu, dans le temps, quelques centaines de maisons, mais bien que collectivement les assureurs, les parties prenantes puissent aller plus loin et que donc une méthode peut être efficace, satisfaisante. Si on ne peut pas la décliner, ce sera une problématique. Et puis enfin, bien évidemment, l'impact carbone, on en a parlé, et donc c'est bien ces 6 métriques qui, au fil du temps, sur les différentes maisons, vont être suivies, vont être scorées pour dégager, selon les cas de figure, selon les régions, selon les maisons, quelles sont les méthodes les plus efficaces et les plus adaptées. Et puis peut-être pour terminer cette partie de mise en œuvre, hein, très opérationnelle, vous dire comment cette initiative va s'intégrer dans le processus classique d'indemnisation qui nous a été rappelé tout à l'heure par les experts. D'abord, c'est l'expert qui va jouer un rôle d'identification des maisons qui sont susceptibles de rentrer dans le cadre de cette initiative. Donc c'est ce que vous voyez à l'étape numéro 3. L'expert va identifier sur la base d'un cahier des charges qui a été élaboré par la mission risque naturel, cahier des charges qui vise à donner les caractéristiques d'homogénéité des maisons individuelles qui, in fine, seront dans cette initiative. Alors pourquoi des caractéristiques et quelles caractéristiques? Des caractéristiques parce qu'on est dans une logique d'échantillonnage. Et donc il faut évidemment pouvoir comparer les résultats. C'est sur cette base, sur ce cahier des charges, que les experts procéderont à l'identification.
une fois que certaines maisons seront identifiées, eh bien, l'information remontera à l'équipe projet qui vérifiera que l'ensemble des critères permettent bien la constitution d'un échantillon de maisons individuelles comparables quant à ses caractéristiques de construction, mais également de sols sur lesquels elles sont bâties. Et ensuite, une fois que l'équipe projet donnera sa validation, son accord, les critères étant vérifiés, eh bien, il faudra en parler à l'assuré qui donnera son accord ou pas, puisque rien ne peut se faire sans l'accord de l'assuré. La solution de réparation et de protection additionnelle donc, sera mise ensuite, en cas d'accord de l'assuré, mise en œuvre par la suite. J'allais dire, comme c'est le cas aujourd'hui avec un prestataire qui réalise les travaux de réparation. Une étape qui aujourd'hui n'existe pas dans le processus d'indemnisation classique, c'est la mise en place d'une instrumentation, c'est-à-dire les capteurs qui permettront ensuite de suivre dans le temps l'évolution en termes de résilience de la construction de la maison individuelle. Et c'est sur la base de ces données qui seront captées, collectées sur le terrain, que ensuite, et vous voyez cette dernière étape, l'équipe projet pourra procéder à la fois à la collecte de ces données, mais surtout à leur analyse. Et une fois que les analyses seront faites, les données étant évidemment anonymisées, vous le comprenez bien, eh bien il y aura un partage avec l'ensemble des acteurs qui ont été mentionnés tout à l'heure par Édouard dans l'écosystème, c'est-à-dire tous les acteurs qui participeront de près ou de loin à cette initiative sécheresse, partage des résultats, des principaux résultats de cette initiative. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, cette initiative, elle s'intègre bien, elle épouse bien le processus classique d'indemnisation d'un sinistre de retrait-gonflement des argiles. Voilà pour la partie opérationnelle, et pour la conclusion, quelques mots à Florence. Écoutez, je voudrais d'abord, en notre nom à tous, je pense, remercier tous les intervenants. On a eu donc un panorama extrêmement complet de l'état de l'art sur ce sujet de la sécheresse et de sa conséquence dans notre pays, qui est donc ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Moi, j'ai envie de dire que finalement, on démarre une série, on démarre une séquence avec ces masterclass sécheresse, puisque vous voyez bien que c'est un phénomène qui est en constante évolution. C'est un phénomène qu'on connaît de mieux en mieux, en tout cas on s'attache à le faire, mais Édouard en particulier a fait preuve de beaucoup de prudence. Vous voyez que l'année 2023 est déjà une année atypique par rapport à des tendances qu'on identifie depuis 2016. Et donc, évidemment, ces connaissances accumulées vont continuer, et on va continuer à produire de la matière sur la connaissance du risque, donc ce retrait-gonflement des argiles qui s'appuie directement sur l'évolution des données météorologiques, et puis notre métier à nous d'assureurs, qui est de protéger et de réparer le monde réel. Et là, je reviens à mon image d'un pas de géant. Vous voyez qu'avec cette initiative qui va durer 5 ans, donc on va se revoir aussi sur les conclusions de cette initiative, eh bien, on prend véritablement les rênes et nos responsabilités pour faire franchir une étape significative dans l'amélioration de la résilience du bâti, des maisons individuelles de nos assurés et donc de l'ensemble des Français, parce que c'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui. Je vous remercie. Vous avez des questions ? Bonjour, Sandy Dauphin, France Inter. Déjà, une question sur un chiffre. Le ministère de l'Environnement, de la Transition écologique, parle de 10 millions de maisons concernées. Est-ce que vous êtes toujours sur le même chiffre ? Et deuxième question, si j'ai bien compris, aujourd'hui, les travaux le plus souvent effectués, ce sont des travaux d'injection, donc de sous-œuvre. Or, vous, ce que vous êtes en train
non, d'injection de résine et de pieux, enfin des trucs plus intrusifs entre guillemets. Ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que vous dites il faut mieux miser sur la réhydratation des sols? C'est la première solution que vous conseillez aujourd'hui? Merci. Peut-être sur la première partie, et puis je laisserai les experts répondre à la deuxième sur ce qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui comme type de solution de réparation. Donc c'est 11 millions de maisons individuelles qui sont soit moyennement, soit fortement exposées au risque de retrait-gonflement des argiles, sur un total d'un peu plus de 20 millions de maisons individuelles en France. Et c'est 3,3 millions de maisons individuelles qui sont exposées fortement. Donc voilà, donc 3,3 millions exposées fortement et moyennement 11 millions, sur un total de 20 millions. Oui, sur la situation d'aujourd'hui sur les réparations, parmi les cas que vous avez vus, les situations qui ont été décrites, la partie de l'agrafage, donc tout ce qui va concerner uniquement la superstructure, aujourd'hui c'est de l'ordre de 60% des cas de réparation. Et tout ce qui concerne l'infrastructure, 40%. Ce qui est particulièrement pertinent dans ce qui est développé à travers l'initiative sécheresse, c'est de mettre en œuvre des solutions qui vont non seulement traiter la remédiation directe du bâti, mais aussi étendre cette logique aux environnants. On a, et c'est je pense un mode ancien de construction, d'imaginer le bâtiment comme devant être construit et résister à tout ce qui va se passer autour de lui, proprement par sa construction. L'évolution sur laquelle on est en train de s'engager en termes de mode réparatoire, c'est de considérer que le bâtiment il doit vivre avec son environnement, il doit vivre avec son entourage, et on doit protéger en fait le bâtiment aussi dans cet entourage-là. Prendre en compte la réhydratation des sols ou protéger les sols, on l'a vu, c'est différentes techniques, mais c'est comment est-ce que le bâtiment va vivre avec son environnement et pas contre lui. Bonjour, Thierry Gobi, News Assurance Pro. Merci pour votre présentation. 2 questions. La première plutôt pour les experts. Sur la sécheresse 2022, au vu du nombre de communes en acceptation favorable, 74% si je ne dis pas de bêtises, est-ce que vous pensez que ça va est-ce que ça va modifier le pourcentage de sinistres sans suite, autour de 50% me semble-t-il? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le rapport Ledoux, qui notamment préconise plusieurs points sur la réassurance, sur le régime CatNat, notamment sur les sécheresses cumulées, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Je vous propose de répondre sur la première partie de la question, sur la partie de ce qu'on constate aujourd'hui. Alors c'est encore un peu tôt, puisque vous l'avez vu, les arrêtés donc parus principalement en mai et juin, donc les expertises sont en train de se réaliser. Pour l'instant, on ne semble pas, mais c'est vraiment très on ne semble pas constater de déformation particulière en termes de nature de dommages qui sont observés. Il faut vraiment le relativiser parce qu'en certains endroits, sur certains départements, il y a des niveaux de gravité extrêmes que l'on rencontre. Donc c'est un point de vue très global. À l'échelle départementale et parfois à l'échelle de certains territoires, on a des sinistres d'une intensité particulièrement exceptionnelle. Peut-être je peux commencer sur le rapport Ledoux et ses suites, et puis certainement Franck complétera. Bon, d'abord, force est de constater que c'est un excellent rapport, très fouillé, très technique, et qui est allé en profondeur dans le sujet, donc c'est très... D'abord, c'est très intéressant, et puis le côté alerte est quand même parfaitement justifié, puisque vu le sujet que nous avons devant nous, d'en faire le sujet d'aujourd'hui, comme on avait fait les inondations il y a quelques décennies, ça paraît parfaitement justifié. Alors, je diviserai la réaction, c'est pas comme ça que le rapport est divisé, mais pour moi, il y a 3 thèmes. Le premier, c'est le financement. Bon, en gros, il dit qu'il faut augmenter le financement, mais il renvoie à la mission assurabilité qui a été lancée par les 2 ministres des Finances et de la Transition écologique. Donc ça, on est d'accord, et ça sera pour un petit peu plus tard. Ensuite, il y a beaucoup de mesures, je dirais, d'amélioration structurelle du régime, dont certaines sont potentiellement faisables à court terme, mais d'autres sont ambitieuses, exigeantes, et qui nécessitent du travail. Par exemple, si on a envie de rechanger les critères, d'avoir une meilleure maille pour mesurer la sécheresse, qu'il faudrait faire, oui, mais c'est-à-dire que sur le fond, je pense qu'il a tout à fait raison. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas changer les critères tous les ans, alors même que c'est ce qu'on vient de faire à peu près avec Baudieu et 3DS. Et on a besoin de stabilité. Et c'est un peu comme cette initiative. Pendant qu'on fait ces travaux,
Par exemple, si on fait des travaux pour se dire, dans quelques années, on change vraiment certains critères, on est beaucoup plus précis, beaucoup plus granulaire, etc., il ne faut pas faire du progrès continu annuel qui va déstabiliser la machine. Il vaut mieux se dire, on s'arrête aux critères d'aujourd'hui, on étudie, et puis dans 3 ans ou dans 4 ans, on délivre, parce que ce sont vraiment des études scientifiques ou même des besoins d'instrumentation extrêmement précis. Et le dernier point, mais qui est en relation avec ce que je disais sur la responsabilité, et là pour le coup le financement du régime, c'est que le régime catastrophe naturelle est là pour prendre en compte des catastrophes naturelles. Bon. Et donc je rappelais qu'on était monté à 60% de quote-part de la sécheresse géotechnique dans l'ensemble, et que dans le chiffre de 1,5 milliard, 1,4 milliard que je donnais en moyenne à horizon 2050, on allait se retrouver à peut-être redescendre un peu, mais si ça se passe bien, on redescend, mais on redescend qu'à 50%, quelque chose comme ça. On ne peut pas aller plus loin. Donc ça veut dire que, évidemment, qu'il y a plein de choses qui relèvent de la décision de législateurs et d'éléments de politique publique, mais il faut trouver un équilibre entre deux extrêmes. Alors, il y a un extrême qui consiste à dire la sécheresse géotechnique, c'est de la mauvaise construction, ça aurait jamais dû, et j'entends ça de temps en temps, et ça c'est pas possible parce que ça nie les effets du réchauffement climatique sur des structures de maisons effectivement bien construites qui n'avaient pas prévu ça. Et puis, à contrario, on entend qu'il faudrait tout faire rentrer dans le régime CatNat au fur et à mesure en baissant les critères. Or, et ça c'est un message important, on ne peut pas baisser les critères jusqu'à prendre, indépendamment de l'arrêté CatNat et de la notion d'intensité anormale de l'agent naturel, on ne peut pas descendre les critères trop bas. Et même ce qui était un événement totalement anormal, catastrophique, peut-être aujourd'hui, mais même il y a 20 ans, va devenir suffisamment récurrent et régulier dans les années qui viennent. Il faudra même s'habituer à ce que ceci ne soit pas pris en compte dans le régime pour que ceux qui sont vraiment devenus catastrophiques dans le futur puissent l'être. Donc sur ce sujet-là, évidemment que les pouvoirs publics ont la décision dans leurs mains et qu'on peut faire quelque chose pour les personnes propriétaires qui n'ont pas l'arrêté CatNat ou dans la maison n'a pas été reconnue non plus par l'expert comme ayant été affecté principalement de façon déterminante ou prépondérante par on va dire, la sécheresse géotechnique. On peut faire quelque chose, on peut imaginer des choses en fonction des catégories de maisons, des catégories de population, mais ça c'est un choix politique qui peut venir compléter entre guillemets par le bas. Ça a déjà existé en 2003 à travers un fonds, mais en tout cas, il faut vraiment garder en tête que pour avoir un système d'assurance et de réassurance qui n'est pas un système de répartition, il faut garder des seuils. Oui, juste pour ajouter quelques mots et quelques commentaires sur les travaux du député Vincent Ledoux, qui nous semble aller dans la bonne direction, puisqu'on continue d'éclairer le sujet, d'analyser un sujet qui concerne quand même des millions de foyers français, de manière prospective évidemment, mais on voit bien que c'est un sujet d'ampleur. Il y a beaucoup de propositions qui nous semblent aller évidemment dans le bon sens, qui sont des propositions de bon sens d'ailleurs. Il y a quand même, comme le disait Édouard, il y en a un certain nombre où il nous semble qu'il ne faut pas dénaturer le régime catastrophe naturelle, au risque de le fragiliser, de le mettre en péril. Et d'autre part, des propositions, notamment je pense au rattrapage d'un certain de communes, qui est l'une des propositions dans ce rapport. Il faut à l'évidence, mais je pourrais vous faire le même commentaire concernant des propositions de loi qui ont été adoptées à l'Assemblée il y a quelques mois, enfin une en l'occurrence, c'est qu'en fait, il faut d'abord savoir quel est l'impact, mener une étude d'impact si on veut faire évoluer le régime ou la prise en charge par le régime d'un certain nombre de sinistres. Ça nous semble être l'évidence parce que, comme cela a été dit à plusieurs reprises, le dérèglement climatique a un impact sur le régime, un impact économique sur le régime, et donc évidemment cela pousse mécaniquement la question du financement du régime. Et donc on ne peut pas totalement déconnecter le sujet d'évolution du régime et de la prise en charge ou du type de sinistre qui serait pris en charge du sujet du financement du régime, sans quoi ce qu'on risque, c'est de mettre en péril tout le régime. Et c'est bien évidemment ce que nous ne voulons pas.
Bonjour, Amélie Lucas du Moniteur. Moi, j'ai peut-être deux questions. Concernant les techniques de réhydratation des sols, est-ce que vous comptez vous baser ou non sur le projet MAC développé par le CEREMA? Et la deuxième question, dans le rapport Ledoux, ils évoquaient notamment pour les maisons neuves des études G2 Pro rendues obligatoires. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Donc sur la première question concernant les solutions de réhydratation des sols, donc effectivement le projet dont vous parlez, le projet MAC, on l'a bien identifié. Il y a effectivement d'autres techniques de réhydratation des sols. Donc ce qu'on a fait au niveau de l'équipe projet, c'est qu'on a identifié des familles de solutions, et pour chacune de ces familles, il y aura potentiellement différentes solutions de mise en œuvre de ces familles-là, et dont MAC qui en fait partie. Et pour vous répondre sur la partie donc loi Elan, ce qu'on en comprend, aujourd'hui le dispositif législatif est que le constructeur d'une maison individuelle dans une zone d'aléa RGA doit soit réaliser une étude de sol, soit prendre des mesures dites standards, c'est-à-dire d'avoir des fondations à une profondeur d'1,20 m. Ce que le rapport a constaté et ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'effectivement cette profondeur dite standard n'est dans un certain nombre de cas pas adaptée. Et donc ça veut dire que la construction d'aujourd'hui n'est pas nécessairement pérenne pour l'avenir. Donc la question posée et la proposition faite est de réaliser systématiquement des études de sol pour les constructions de maisons individuelles pour effectivement avoir une adaptation de la maison à son environnement. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris des géotechniciens, le nombre de géotechniciens ne permet pas encore ces dispositions, et on sait que le sujet de la maison individuelle aujourd'hui est extrêmement complexe, et le renchérissement du coût de la maison individuelle par des études supplémentaires et par des fondations plus profondes ou des mesures de fondation plus profondes sont posées. Je me permets de faire un parallèle peut-être avec l'initiative sécheresse, c'est qu'on peut peut-être imaginer que cette initiative permette d'identifier des méthodes non invasives qui permettent de garantir dans le temps la résistance de la maison au phénomène RGA, et donc permettre de mettre en œuvre des solutions économiques non invasives qui permettent de garantir la stabilité de la maison dans le temps. Et peut-être en complément là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des mesures proposées à effet immédiat et qui sont faciles. Et puis il y a d'autres mesures, on sort juste d'une loi, de plusieurs changements législatifs sur le régime lui-même, donc loi Elan, donc Baudu 3DS. Et donc il faut regarder, il y a plein de choses à regarder, mais il faut faire attention à ne pas décider trop vite et à faire des allers-retours entre une norme simple, et donc avec l'avantage de la simplicité, ou des normes plus compliquées avec études géotechniques et dans le même temps un risque d'exécution aussi de ce côté-là. Si on va vers un consensus et qu'on travaille, on appelle plutôt là à la lenteur et à la prudence, parce qu'on risque de faire des allers-retours législatifs quasiment annuels. Donc là, on pourrait se poser et dire, dans quelques années, après l'expérience d'Elan, voilà, on se donne le temps. Je pense qu'il faut donner le temps au temps, comme on dit. Et c'est vrai, mais ça vient d'être dit. Ce qu'on fait là, alors le but n'est pas de travailler du tout sur la construction neuve, mais en revanche, les inputs qu'on va donner, bien sûr, à la fin, mais en cours de route, seront extrêmement utiles. Et je pense que le calendrier dont on parle, il est assez concomitant en réalité. Bonjour, Maxime Guéraud du Parisien. Je voulais savoir quel est le coût moyen des différentes méthodes de réparation, par agrafage ou par installation de pieux. J'avais une deuxième question. N'est-ce pas vain d'étudier la réhydratation des sols dans des zones où finalement on manque d'eau et il y a déjà des conflits d'usage, voire des ruptures d'approvisionnement l'été? Alors sur le coût moyen, l'agrafage pur, ça va être 5 000 €. Après, il faut faire le raballement, donc là, on est plutôt sur des 10 000 à 15 000 €. Les micro-pieux, on est vite à 150 000 €. Voilà, bon, c'est pour donner, vous voyez qu'on multiplie par 10 le coût entre l'une des solutions et l'autre. Pour le prix moyen d'une maison, qui est de... Le prix moyen d'une maison, je crois qu'aujourd'hui, c'est $. C'est même un peu moins, je crois que c'est 120 ou 120 000 €, une maison individuelle.
En construction, et après, il faut rajouter le terrain, etc. On ne va pas raser toutes les maisons de France, quand même, sinon. On dirait on réglerait le problème, mais quand même. Votre deuxième question? Ah, la réhydratation. En fait, la réhydratation, on récupère l'eau de pluie. Or, même si on a des périodes de sécheresse, il tombe toujours plus ou moins entre 600 et 800 mm d'eau au mètre carré par an en France. Donc, ça fait entre 60 et 80 mètres cubes. Quand on utilise des techniques de réhydratation des sols, c'est entre 2 et 5 mètres cubes. Donc, vous voyez qu'on a un peu de marge. Peut-être pour compléter donc sur les autres mesures, donc on est les mesures horizontales qui sont un peu plus de 10 000 euros, hein, entre 10 et 15 000 euros. Hein, en tout cas, ce que l'on peut voir aujourd'hui comme un stade de mise en œuvre qui n'est pas un stade industriel, puisqu'on n'est pas sur des mises en œuvre qui sont largement répandues. Hein, donc là aussi, évidemment, sur la partie, le coût de mise en œuvre de telle ou telle autre solution dépend aussi de la fréquence d'utilisation ou du recours à ces solutions. Voilà. Mais encore une fois, la partie économique est un des aspects, ce n'est pas le seul, et vous avez bien compris que ce qui nous importe, c'est de regarder le comportement de ces réparations, de ces différents modes opératoires dans le temps, de vérifier quelles sont les solutions qui apportent le plus de résilience aux bâtiments et des bâtiments qui peuvent être confrontés à plusieurs sécheresses successives ou en tout cas des sécheresses qui se répètent dans le temps. Hein. Rappelez-vous du petit graphique que José nous a présenté tout à l'heure avec le nombre de communes qui en étaient à sa 5e, 6e ou plus sécheresse. Et bien vous voyez que suivre la résilience de ces 4 familles de solutions de protection additionnelle va aussi nous en dire un peu plus sur la façon d'éviter que des nouveaux sinistres ne surviennent dès lors que la sécheresse ou les périodes de sécheresse ne se répètent. Et évidemment, on rappelle aussi que le rôle des assureurs, enfin dans le cadre des contrats d'assurance, c'est de réparer, c'est-à-dire de remettre dans l'état antérieur au sinistre les biens qui sont endommagés, et ça, quelle que soit la valeur, le montant de la réparation ou la valeur du bien. Merci. Bonjour, Sophie Oving, France Info. Vous allez suivre à la loupe quelques centaines de maisons, et quid des immeubles? Les immeubles, en fait, c'est comme... on s'est concentré sur les maisons individuelles tout simplement parce que ce sont les bâtis ou les bâtiments qui sont les plus exposés. Les immeubles, j'allais dire comme les bâtiments professionnels, ont généralement des fondations plus importantes. Je parle sous le contrôle des experts, mais qui compléteront. Des fondations plus importantes qui les exposent beaucoup moins à ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et ce que l'on constate, dans la volumétrie des sinistres déclarés, c'est que ce sont quasi exclusivement des maisons individuelles qui sont sinistrées. Oui, non, la sinistralité sur les immeubles est très faible. À Lille, on a finalement la conclusion des immeubles qui se sont effondrés à Lille, c'est pas lié à l'argile. Non. Ça a été évoqué. Ah, vous parlez des effondrements dans le centre-ville. Ah oui. Non, c'est pas que je sache un sujet lié au retrait-gonflement des argiles. Bonjour Aurélie Blondel au Monde. Moi je me demandais si vous aviez des indications sur la publication des derniers textes d'application attendus pour la circulaire pour l'ordonnance de février, et est-ce qu'on est sûr que les dates de mise en œuvre seront bien 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025? Il y a des travaux évidemment qui sont menés. Alors je parle pas pour la partie expert, mais peut-être que vous nous en direz un mot, et notamment avec la DHUP, donc les travaux qui ont toujours lieu. Les travaux avec Bercy et la Direction générale du Trésor, notamment pour fixer le cadre précis de ces circulaires, ces décrets, comme je vous le disais tout à l'heure, sont en cours de finalisation. Donc on les attend sur le mois d'octobre,
peut-être que ça ira jusqu'en novembre, mais c'est une question de semaines, parce que l'entrée en vigueur, comme je le rappelais, c'est le 1er janvier 2024. Question de semaine sur le moment où vous allez les lire ou sur la publication? Non, sur la publication. Sur la publication, ok. Et sur le décret sur l'expertise, donc il est aujourd'hui, la rédaction a été confiée au ministère de la Transition environnementale, puisque ça relève du Code de la construction, et donc ça relève aujourd'hui de la DHUP. Donc les travaux sont en cours. Nous avons pu être entendus. La DHUP affirme clairement la volonté d'avoir un texte applicable au 1er janvier 2025, avec des enjeux encore assez forts autour de la compréhension de cette problématique de la problématique sécheresse, en particulier autour du délai, où, comme vous avez pu le voir, un ensemble d'intervenants successifs, experts, puis géotechniciens, puis réparateurs, puis à nouveau experts, peuvent intervenir, et effectivement une complexité d'isoler l'expertise dans cet ensemble d'intervenants. Pour être plus explicite, le délai complet de l'expertise n'est pas uniquement le temps de l'expert. Et donc dans un cadre réglementaire, c'est très difficile à inscrire. Bonjour, Amélie Laurin, Les Échos. J'ai quelques questions sur l'expertise. Dans le rapport Ledoux sont évoquées des mesures concernant les experts, enfin des propositions, pour limiter les liens capitalistiques ou de subordination entre votre profession et les compagnies d'assurance. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et par ailleurs, sur les rapports d'expertise, Franck Levallois a rappelé que leur communication est obligatoire, mais lorsqu'on parle aux victimes de différents séismes naturels, sécheresses, séisme encore il y a quelques mois en Vendée, en Deux-Sèvres et Charente-Maritime, ça ne semble pas être le cas concrètement sur le terrain. Pour quelles raisons? Alors sur la première question, effectivement, je pense qu'en tant que société d'expertise, on a parfaitement entendu la question de l'indépendance des experts par rapport aux assureurs. Et l'indépendance, ça ne peut pas se décréter, ça doit se prouver. Voilà. Et donc effectivement, on comprend qu'il faut un dispositif clair, lisible, et qui permet de prouver l'indépendance des sociétés d'expertise. Ça passe par un certain nombre de mesures. L'indépendance capitalistique, ça veut dire qu'effectivement, nos sociétés doivent être clairement indépendantes des sociétés d'assurance. Ça passe par de l'indépendance commerciale, ça veut dire qu'effectivement, un assureur ne peut pas représenter un poids trop important pour une société d'expertise, pour éviter d'avoir une pression trop importante possible de cette assurance. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir prouver. L'indépendance, elle passe aussi par des éléments de déontologie partagée entre assurés et sociétés d'expertise, pour avoir une vision claire et partagée de quel est le rôle de l'expert, quelle est la limite du rôle de l'expert, quel est le rôle de l'assureur et quelle est sa limite. Donc c'est un ensemble de dispositions qui nous semblent importantes. Là aussi, autour de l'indépendance, une proposition de la Fédération des sociétés d'expertise, c'est d'étendre sur les sinistres sécheresse cette logique de communication du rapport, et je réponds partiellement d'ailleurs à votre deuxième question, de dire d'étendre cette proposition à l'ensemble des éléments qui figurent dans le dossier de l'expert, pas simplement le rapport, une transparence, tout ce que nous avons reçu, ce qui permet aussi de démontrer, dossier sinistre par sinistre pour chaque sinistré, qu'effectivement, quelle est la nature de la relation entre l'ensemble des intervenants et l'expert. Donc transparence, communication de l'ensemble des éléments d'un dossier d'expertise sur simple demande à un sinistré. Tous les rapports, les courriers, les échanges, les devis, tout ce qui a été reçu par un expert doit pouvoir être communiqué. C'est notre proposition. Alors, la réglementation, la loi d'ailleurs, la loi Baudu prévoit depuis, pour les sinistres, alors je vous laisserai peut-être répondre, avec une date d'apparition des dommages au-delà du 1er janvier 2023, que soient communiqués par l'assureur les rapports et, dans la situation de la sécheresse spécifiquement, les comptes rendus de l'expert. Notamment pour le séisme de la Laigne, par exemple. Bon, on n'a pas. Oui, c'est le rapport définitif qui est communiqué, c'est ce que prévoit la loi Baudu. Et puis, comme c'était rappelé pour la sécheresse, ce sont les comptes rendus intermédiaires qui le sont également. Et pour les sinistres, donc à partir du 1er janvier 2023, enfin survenu après le 1er janvier 2023. Je ne sais pas si dans les cas que vous évoquez, ce sont des sinistres qui sont au stade du rapport définitif, par exemple. Je doute, mais
peux pas me prononcer sur ce que sont des cas individuels, bien évidemment, mais la réglementation, enfin, en l'occurrence, c'est la loi même. La loi est la loi, et donc, comme je le disais, c'est bien une obligation. Et je peux vous confirmer que nous avons reçu de l'ensemble des assureurs des consignes extrêmement claires sur l'application de cette loi et sur les éléments de mise à disposition à l'assureur pour qu'il puisse, à l'assuré et à l'assureur pour qu'il puisse être transmis. Donc on a reçu des consignes extrêmement claires sur ce sujet. Effectivement, sur les sinistres séismes, c'est au stade du rapport définitif. Et en tout cas, de ce qu'on constate sur nos expertises en cours, peu de sinistres sont au stade du rapport définitif, pour les sinistres importants en tout cas. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Non, alors nous allons passer aux questions à distance. Une question d'Alexandre Loukil de Capital. Entre le constat de fissure du particulier et le début des travaux, 3 ans s'écoulent. Y a-t-il un moyen de raccourcir ce délai et ainsi fluidifier les démarches? Voilà, la question du temps est importante. On est quand même dans le réel. Sur la partie sécheresse, on est vraiment dans le réel, c'est-à-dire qu'on a du matériel. La première année, qui relève effectivement des études et des éléments, ça a été évoqué, peut-être des études nouvelles permettraient de réduire le temps des études permettant d'avoir des reconnaissances anticipées, mais là, il faut changer un système et l'évaluer de façon nouvelle. Le temps de l'assurance et de l'expertise dans ces 3 ans, c'est 8 mois. Donc sur ces 8 mois, effectivement, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place et encadrées par la loi Baudu sur la saisie de l'expertise et l'indemnisation de l'assuré à production du rapport définitif. Sur la partie expertise, on va travailler dessus, mais aujourd'hui, c'est mobiliser des 1200 expertes et expertes partout en France pour intervenir sur des centaines de milliers de sinistres. Donc on est quand même dans le réel et il faut quand même se déplacer et amener la compétence adaptée au bon endroit. Donc on travaille pour ça. Je pense que le sujet principal, c'est le sujet des délais extrêmes. Et ça veut dire qu'il faut effectivement avoir un dispositif de rassurance pour les délais extrêmes et pour effectivement ne pas rentrer dans un système qui soit un tunnel où on sortira au bon moment, à un certain moment. Et effectivement, d'avoir une connaissance au préalable de l'ensemble de ces délais. C'est aussi une œuvre de pédagogie. Quand on parle de ces 3 ans, c'est de savoir que ça va durer cette durée-là et d'encadrer les délais extrêmes, comme va le faire les décrets qui vont paraître. En tout cas pour la partie expertise. Oui, puis peut-être pour que le sujet soit bien clair, et ça a été rappelé par les experts tout à l'heure, ces délais sont constitués quand même, avant toute chose, pour poser le diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend en moyenne 3 ans, mais c'est pour d'abord poser le bon diagnostic et identifier la bonne solution de réparation. Et vous voyez bien qu'il y a des délais qui sont des délais incompressibles, dès lors qu'il faut suivre l'évolution, constater d'abord, pas constater la fissure, mais constater aussi son évolution dans le temps pour ensuite apporter le bon remède, si je puis dire. Nous n'avons pas de questions supplémentaires. Super, merci beaucoup, c'est terminé. Merci à tous. Merci à tous d'être venus, merci aux intervenants et puis à très bientôt.